Salut les shooters, j'espère que vous, vos proches et vos belles-mères se portent bien. Alors comme à notre habitude, avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas votre sacrifice à l'algorithme YouTube en likant, commentant, partageant cette vidéo et vous abonner bien entendu. C'est comme ça qu'on fait vivre la chaîne et je vous dis alors à tout de suite pour le reste de la vidéo. Nous voilà ensemble pour parler d'une carabine venue tout droit du grand froid de la toundra, du pays de la vodka et des ensembles Adidas. Je parle bien entendu de la TOZ. Commençons tout d'abord avec un peu d'histoire. TOZ est l'acronyme, excusez-moi pour la prononciation, chers amis russes, de Tulski Orjaini Zavod, qui est une fabrique d'armes située à Toula en Russie. Alors Toula, à vue de nez, ça vous dit rien, mais c'est eux qui ont produit ça. Alors, petit aparté sur la fabrique de Toula, donc la manufacture d'armes de Toula est l'une des plus anciennes encore existantes. Elle a été fondée en 1721 et donc ça fait plus de 300 ans maintenant qu'ils nous fabriquent des armes en toute tranquillité. Et pour ça, je dis bravo! On applaudit. Parlons maintenant du TOZ. Donc le TOZ, il y a eu autant de versions qu'il y a eu de procès contre Balkany. Alors tout commence avec le TOZ 1, qui est une carabine monocoup en 22 longs rifles, développée à partir de 1927, et ça jusque 1930 pour être ensuite remplacé par le TOZ 8. Et c'est sur le TOZ 8 que le modèle décolle, il est produit à plus d'1 million d'exemplaires, et ça jusqu'à la fin des années 50. Il est d'ailleurs utilisé dans les écoles primaires pour apprendre à tirer, parce que oui, pourquoi jouer à la marelle quand tu peux t'amuser à dégommer des cibles? Et il était aussi fortement utilisé par la DOSAF, qui était une entité paramilitaire russe, qui mettait l'accent sur le sport et l'adresse au tir. Le TOZ 8, quant à lui, a été produit en 8 différentes versions, chacune avec des particularités bien distinctes. Donc certains avaient un canon lourd, d'autres avaient des mires retravaillées pour le tir sportif ou la chasse, certaines avaient des crosses bien spécifiques, et ainsi de suite. En 1952, le TOZ 8 est remplacé par le TOZ 17. Le TOZ 17, lui, introduit l'utilisation des chargeurs amovibles de Senku. Il est toujours en 22 LR, mais la plus grosse particularité qu'il a, c'est qu'il copie le mécanisme et les mires du Mosin Nagant afin de s'entraîner à moindre coût. Il est équipé de 2 extracteurs de verrou, ce qui assure une éjection efficace des douilles. Le verrou, lui, qui est considéré comme étant un peu plus imposant par rapport à la plupart des modèles concurrents. D'ailleurs, le voici à côté du verrou de Mavour. Alors on arrive tout doucement à la fin du développement des TOZ. Ici on est en 1986 avec la sortie du TOZ 78 qui se base fortement sur le TOZ 17, à l'exception que lui utilise des chargeurs de 10 coups et que son canon est fileté pour pouvoir y mettre un modérateur de son. Le TOZ 78 lui est d'ailleurs toujours en production à l'heure actuelle. Bon, c'est pas tout Hamza, hein, mais tu commences à nous emmerder avec tes histoires. T'as pas envie de nous montrer le pétard? Ben c'est bon, pas la peine d'être agressif, hein. C'est un jeu. Voilà le moment que vous attendez tous, la TOZ 17-03. Alors comme à notre habitude, on va d'abord vérifier qu'elle est bien en sécurité avant de continuer la vidéo. Hop, on ouvre la culasse, il n'y a rien dans le canon, il n'y a rien dans le chargeur, et on peut continuer en toute sécurité. Il s'agit de la version 03 de la TOZ 17, donc je ne sais pas en quoi elle varie des autres versions, mis à part pour la mire avant peut-être. Malheureusement, j'ai été sur différents forums francophones et anglophones, et je n'ai trouvé personne qui traitait de ce sujet-là. Alors mon dernier espoir est de faire appel au grand gourou des armes, qui est Maître Luger. Je fais appel à toi, Maître Luger, dans cette vidéo. Si tu as là quelconque information sur les différentes version de TOZ, alors n'hésite pas à me contacter ou mettre quelque chose dans les commentaires, c'est avec grand plaisir que je te lirai. Passons maintenant à l'inspection de l'arme. Donc comme à notre habitude, on va faire du haut vers le bas. Alors ici, tout en haut, on retrouve le guidon qui est extrêmement long. J'ai la tour Eiffel qui est posée sur le bout de mon canon. D'ailleurs, la voilà comparée à ma Marline. Elle est juste gigantesque. Passons maintenant à la bouche du canon. Donc la bouche du canon qui a une forme assez particulière. J'avoue, j'ai jamais vu ça sur une carabine auparavant. Je dirais qu'elle a une forme d'entonnoir. Donc si vous connaissez l'utilité d'avoir un bout de canon comme ça,
Bah, dites-le moi en commentaire parce que moi j'en ai aucune idée. En descendant, on y retrouve la hausse qui est crantée de 15 à 100 mètres avec un cran de mire en U. On y retrouve aussi les magnifiques marquages qui sont encore intacts. On a le poinçon de la manufacture de Tula, le modèle de la carabine, ainsi que le magnifique marquage USSR. En descendant encore un petit peu, on retrouve donc la culasse avec son numéro de série et le poinçon du banc d'épreuve de Liège. Sur le dessus, on retrouve aussi des rainures afin d'y installer des optiques en 10 mm. On arrive enfin sur la crosse qui malheureusement n'est pas d'origine, c'est un custom qui a été fait par l'ancien propriétaire pour son fils, mais on peut quand même admirer le travail qui a été fait, c'est une crosse de type Monte Carlo en acacia. On voit aussi que la poignée ici est texturée ainsi que le garde-main afin d'améliorer le grip lors du tir. Le pontet lui aussi a été retravaillé, d'ailleurs il me fait penser un petit peu à une arme de chasse avec ses petites décorations et la manière dont il a été fait. Ce qui nous ramène maintenant à la queue de détente et bonne nouvelle mesdames et messieurs, j'ai enfin après de nombreuses demandes une jauge de traction qui va me permettre de mesurer le départ de cette carabine. Alors comme vous pouvez le voir, ma jauge c'est pas une Liman, ok, c'est une que j'ai achetée sur un site bien connu en Chine, mais j'ai pu regarder quelques revues dessus, à ce qui paraît elle est assez précise, donc voilà, j'ai décidé de faire confiance, je l'ai eu pour une trentaine d'euros, donc si ça vous intéresse, je mettrai le lien en descriptif. Bien entendu, je n'ai aucun lien d'affiliation ou quoi que ce soit, donc ne vous inquiétez pas, je n'ai rien dans mes poches avec ce produit-là, mais ça pourra toujours intéresser ceux qui n'ont pas forcément envie de débourser 99 euros, enfin 99 euros dans une Liman. Voilà, passons maintenant en test. J'ai déjà armé la carabine, donc comme vous avez pu le voir ici, on est en kilos, je vais mettre sur pic, on va voir ce que ça nous donne. Donc on est à 1,15 kg, on va refaire encore une fois. « 1,20 kg. Et on est à 1,16 kg. Donc voilà, c'est assez constant. Donc je pense qu'elle fait assez bien son travail. Alors au niveau du chargeur, c'est un chargeur tout simple de 5 coups qu'on va glisser comme ceci. Donc pour faciliter la mise en place du chargeur, je vous conseille d'appuyer sur le petit ergot qui est là. Et hop, ça permet de faire glisser le chargeur plus facilement. En ce qui concerne le démontage de l'arme, alors pour moi c'est très simple, j'ai juste une vis ici et deux vis au niveau du pontet. Une fois que je les ai jartées, j'ai tout le bloc qui ressort. D'ailleurs vous pouvez le voir ici en photo à quoi ça ressemble une fois démonté. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il en est du tir? Voilà les résultats que j'ai fait à 100 mètres. Donc la carabine, comme vous pouvez le voir, n'est vraiment pas mauvaise, surtout que j'ai tiré en visée ouverte. Et n'oublions pas que c'est une carabine qui a plus de 50 ans. Alors moi j'ai eu beaucoup de plaisir à tirer avec cette arme, hein. Moi, la seule chose que je pourrais lui reprocher un petit peu dans sa configuration actuelle, c'est la crosse qui n'est pas forcément adaptée à moi, vu que c'est un custom qui a été fait pour le fils de l'ancien propriétaire. Pour le tir à 100 mètres, elle est encore assez confortable. Pourquoi? Parce que je pousse justement la mire à 100 mètres et du coup ma joue s'aligne bien avec la visée. Mais sinon, en dessous de ça, c'est un peu inconfortable à tirer. En ce qui concerne le prix, en Belgique, on a trouvé encore un prix assez raisonnable. Comme vous savez, sur YouTube, on ne peut pas parler de prix malheureusement, mais en comparatif, ça nous coûterait un peu moins cher qu'un set de visseuses Makita. Voilà les shooters, la vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis alors à très bientôt pour une prochaine vidéo.